Nous allons tout d'abord donner la parole à notre camarade Coriolan Baciu, qui représente ici la fondation Ogoranu. Alors la fondation Ogoranu est une fondation roumaine que je présente très brièvement, puisque Ion Gavrila Ogoranu est le dernier résistant anticommuniste à avoir déposé les armes en Europe. Il a en effet déposé les armes le 23 juillet 1976, ce qui signifie que de 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, à 1976, ce légionnaire a les armes à la main, dans les maquis de son pays, combattu le communisme. La fondation Ogoranu est également très liée au mouvement légionnaire, un mouvement légionnaire actuellement interdit par une loi cynique en Roumanie, et porte les valeurs de la Roumanie éternelle, les valeurs de la Roumanie chrétienne, les valeurs de ce peuple latin, cousin du peuple français, avec lequel nous avons tant eu à partager, avec lequel nous fêterons en 2018 le centenaire de la victoire des Français dans une guerre européenne fratricide qui a démontré combien les intérêts qui étaient servis n'étaient pas les nôtres et combien les espoirs pouvaient être parfois vains si les nationalistes n'étaient pas au pouvoir. Je cède donc la parole à notre camarade roumain Coriolan Baciu. Merci Pierre-Marie. Je suis très heureuse de vous rejoindre et je dis merci à vous et à Yves Benedetti pour que vous nous avez visité l'automne dernier. Vous avez été présents à notre commémoration annuelle à la croix qui marque le lieu où a été étranglé Corneliu Codreanu, qui était le chef du mouvement légionnaire de la Roumanie, avec un destin tragique, une grande personnalité roumaine, une grande personnalité européenne. Je demande pardon à tous pour ma française qui n'est pas la plus bonne, mais je dois faire l'honneur à cette assemblée de parler en français, donc excusez-moi pour l'effort. Oui, la Roumanie fait cette année l'anniversaire de son centenaire, de son 100 années, de 1er décembre 1918, l'année que la Roumanie a devenu l'État qui a dans ses limites tous les ethniques roumains. C'est la grande Roumanie qui a pour nous une mémoire sainte. Maintenant, nous ne sommes pas plus dans cette situation. Il existe un autre pays roumain, la Moldavie, la Bessarabie. Nous espérons que dans un futur pas très long, nous serons ensemble. Pour nous qui sont dédiés à célébrer la lutte de résistance chrétienne et nationale contre les communistes, c'est une année avec des spécifications extraordinaires parce que seulement lundi, nous anniversarons 70 années de les plus grands enlèvements des peuples en Roumanie, pratique plus de 15 000 opposants du régime communiste ont été enlevés dans une nuit par un système qui déjà a pris tout le pouvoir en Roumanie, le système communiste de 1948, et qui a fait des victimes en toutes les catégories des opposants. En premier rang de cet opposant, c'était les légionnaires. Mais pas seulement, ils ont arrêté aussi des officiers, des étudiants, des prêtres, d'autres catégories sociales qui ont été désignés comme ennemis du communisme.
C'était une nuit tragique qui a marqué le destin de milliers de familles roumaines. Entre celles, c'était aussi celle de ma famille. Le mouvement légionnaire a été gravement blessé par ces persécutions de la part du régime communiste, mais elle n'aboutit pas. Après la chute du communisme, le mouvement légionnaire a présenté de nouveaux programmes par les actions d'un parti politique qui a pris le vieux nom de la période interbellique, c'est le nom qui est dans ce drapeau, c'est Tout pour la faillite. Et pendant 20 années, cette partie a été active sur la scène politique roumaine. Il avait 4 présidents. Les premiers 3 présidents ont été des vieux combattants dans la résistance anticommuniste. Et je fais l'honneur de le nommer. C'était M. Constantin Iulian, M. Virgil Totoescu, Ion Gabriel Ogoranu, qui a été présenté par Pierre-Marie, et le dernier c'était moi, Coriolan Baciu. Avec des procès enseignés, le gouvernement a décidé de nous résoudre il y a 4 années. Donc maintenant, le parti ne fonctionne plus. Mais nous n'avons pas laissé le drapeau et nous sommes présents comme fondation Ion Gabriel Ogoranu sur la scène publique roumaine. Et nous militons pour préserver les 2 valeurs suprêmes de la résistance roumaine. Liberté et dignité du peuple. Ce sont des notions fondamentales, sans lesquelles les peuples vont mourir. Si le peuple n'a pas de dignité, ce n'est pas une nation. S'il n'a pas de liberté, il ne peut pas se manifester. Donc c'est un esclavage. Il existe encore un commandant légionnaire roumain qui est en vie à 92 ans. C'est M. Don Popin qui vit dans la Suisse. Il m'a donné un court message pour vous lire à cette réunion des nationalistes de l'Europe. Je lis: Chers camarades nationalistes de l'Europe, le mouvement nationaliste européen ont beaucoup souffert depuis qu'ils sont nés, en même temps avec les nations, il y a des centaines d'années. Nos prédécesseurs se sont battus pour l'intégrité nationale, pour l'amour de la patrie et pour le christianisme. Des millions ont été sacrifiés pour l'honneur de leur patrie. Tous ces mouvements européens nationalistes ont été condamnés à disparaître par les ennemis si amers à cause de leur dédication et pour leur caractère chrétien et national spécifique. Ces mouvements sont toujours en train de se renouveler fondamentaux, d'avoir toujours pour devise l'amour de la patrie et la vie chrétienne. La doctrine nationaliste est revigorée naturellement en Europe et dans tout le monde, en réponse à un néo-marxisme culturel et politique athée qui veut détruire tout ce qui est normal et naturel. Par le mélange de populations, par briser les bases chrétiennes fondamentales de l'Europe et d'imposer, pire que le régime communiste dans l'Est, des doctrines sataniques contre la race humaine et contre les principaux moteurs de l'existence de personnes. Vous êtes ceux qui maintenant vivent le flambeau nationaliste. Répondez à ces appels, tous les nationalistes de différents pays, de se battre sur le même drapeau. Faites connaître par la doctrine nationaliste et capitalisez comme or dans le passé de chaque nation. Face aux dures réalités de la situation actuelle et la recherche de la doctrine nationaliste,
je m'adresse surtout aux jeunes de lire les livres qui décrivent le passé de ce mouvement nationaliste, des histoires de sacrifices, de leur combat pour leur pays et pour Jésus-Christ. Le nationalisme de vie est immortel. Il faut promouvoir aux nouvelles générations. Dan Boghiu, commandant légionnaire. Nous avons en Roumanie plus de 10 manifestations de niveau national chaque année. La plus importante, c'est une manifestation commémorative dédiée à la lutte de résistance nationale qui a lieu chaque année après 20 juillet à la monastère de Sâmbăta de Sus, dans les montagnes de Făgăraș. Ce sont les plus hautes montagnes de la Roumanie. Là, il se réunit des centaines de jeunes, pas jeunes, des hommes de la pays de Făgăraș, qui est une des plus connus centres de la résistance anticommuniste et est dans le milieu de la Roumanie. Nous invitons tous les mouvements nationalistes d'être avec nous à cette manifestation. Et cette année sera le 21 et 22 juillet en Roumanie. Au rapport de la nécessité d'une action commune des forces nationalistes, je suis convaincu que oui. L'opportunité d'avoir des contacts plus simples avec l'Internet, avec d'autres formes de médias, et nous devrons utiliser ces milieux pour faire connaître notre doctrine, pour faire connaître notre croyance que la famille, la nation sont des formes obligatoires d'organisation sociale, sans qu'elles nous périrons comme êtres humains. Je vous remercie. Je vais très brièvement céder la parole à un jeune camarade roumain, Claudiu, qui représente ici la nouvelle génération des légionnaires et de ceux qui portent la parole de la Roumanie éternelle. Camarade, à toi. Bonsoir. Je vais parler en roumain et mon camarade Corilan peut traduire. Parce que je parle dificilmente în Franța. În primul rând, noi, generația nouă care este acum în România, din cauza a 50 de ani de dictatură comunistă și 25 de ani de reorientare sau de reorientare politică, Nous, la jeune génération de la Roumanie, à cause du régime communiste et de ces dernières années de réorientation politique, nu mai avem modele, nu mai avem valori în care să credem și care să ne orienteze pentru prosperitatea națiunii. Nous ne trouvons pas de modèle vif, de modèle réel pour avoir une orientation de construire la nation. Pe timpul comunismului, aceste modele au dispărut, au fost închise în temnițe și este o zicală cum că după 2 generații, dacă închizi o societate, poți să faci ce vrei cu ea. Ces modèles ont péri dans les prisons communistes et il existe un mot qui dit qu'après 2 générations qui ne sont pas présents, on peut faire avec le peuple qu'est-ce qu'il veut. Deci, tineretul din România este debusolat, dezorientat și
are nevoie de valori care să fie specifice cu structura sa, cu dezvoltarea și cu istoria pe care o are. Le jeunesse roumain, c'est son boussole, il n'est pas orienté et il a besoin de quelque chose pour se développer. Cei care sunt într-adevăr interesați de aceste valori ale poporului român trebuie să cerceteze adânc în istorie și să înceapă să se formeze după cultura acelor personalități pe care România le-a avut. Il faut chercher dans l'histoire pour trouver des modèles qui ont été dans l'histoire de la Roumanie. O parte din aceste modele au fost reprezentate și de personalități din mișcarea regională. Des modèles on peut trouver dans les personnalités de la mouvement légionnaire. Printre care cel mai cunoscut este Ion Gavrilo Goranu, o personalitate care a putut fi întâlnită și după căderea regimului comunist, care a putut transmite niște mesaje autentice de patriotism. Ion Gavrilo Goranu, c'était une vraie personnalité et nous avons la chance qu'il avait la possibilité, après la chute de la régime communiste, de transférer ces messages à jeunes générations. După ce că suntem o generație destul de debusolată, afectată de mass media globalistă, Uniunea Europeană ne vrea în tăvălugul acestei islamizări. Après le fait que nous sommes affectés par le média, l'Union européenne veut aussi nous entraîner dans ses plans. Nouă, ca și altor state din Europa Centrală și de Est, ni s-au impus niște cote de câteva mii de imigranți. Pour la Roumanie, comme pour les autres pays de l'Europe, on imposait des cotes d'immigration. După cum se poate observa și în Franța, aceste impuneri sunt oarecum ușor destructive, negative la cultura statului francez. Comme dans la France, c'est imposé de immigrés forcés sont destructifs pour la culture de chaque nation. Sunt de câteva zile în Franța, m-am plimbat prin Paris, am rămas impresionat de ceea ce ați moștenit de la generațiile anterioare. J'étais très impressionné pendant 2 jours que je suis en France de Paris et de tous ces héritages culturels qui viennent des générations de Français. În comparație cu România se observă caracterul mai dezvoltat al culturii franceze prin arhitectură, cultură. J'étais impressionné de l'architecture et de niveau très haut de développement culturel en France. Și nu pot să nu observ și efectele negative pe care le are imigrația în Franța și cum afectează cultura și atitudinea francezilor. Mais j'étais aussi impressionné de les effets négatifs que l'immigration a fait ici en France. În România, mai exact în București, avem și noi câteva cartiere în care s-au instalat arabi și s-au căsătorit cu românce, spre exemplu. Nous avons aussi à Bucarest des quartiers où sont déjà de grandes communautés d'Arabes.
Ei s-au căsătorit cu românce, iar copiilor nu sunt deschiși la cultura noastră. Spre exemplu, fetele poartă văl. Même s'ils sont mariés avec des femmes roumaines, ils sont très ghettoisés parce que leurs enfants sont fixés dans la culture arabe. Și se observă că prima generație, eventual și a doua generație de copii după aceste mariaje, nu sunt deschise către cultura occidentală. Aceasta probabil se va întâmpla și în Franța cu acest val de imigrație. Et les premières générations ne sont pas ouvertes à être des Roumains. Ils restent ce qu'ils sont. O posibilă rezolvare a problemei imigrației ar fi aceea de a merge la cauză, de a se încerca încetarea conflictelor în Orientul Mijlociu. Il faut aller à la cause de l'immigration, il faut essayer de finir les conflits interminables de l'Orient Moyen. Și asta ar putea face ca imigranții să poată avea o opțiune de a se întoarce în țara lor. Il faut créer une option pour les immigrants de retourner dans leur pays. Bineînțeles, se poate face și cu un profit pentru națiunile, pentru statele care vor să investească în dezvoltarea durabilă în Orientul Mijlociu. Peut-être avec un profit pour les États qui veulent investir dans ça. Vă mulțumesc. Je vous remercie. Un mot. Merci. Vive la Roumanie dans cette année centenaire. Vive la France. Merci. Vive la Roumanie, vive la France. Mes chers camarades, je vais maintenant céder la parole aux représentants d'une autre de ces nations romanes, de ces nations latines, dont la France est d'ailleurs une représentante, comme la Roumanie. Je vais céder la parole à notre camarade et ami Alberto Torresano, phalangiste, chemise bleue, vieille chemise bleue même, au meilleur sens du terme, espagnol au meilleur sens du terme. Il y a quelques mois, Alberto avait eu un trait de génie, comme il en a souvent sur les réseaux sociaux. Et ce trait de génie doit être souligné parce qu'il vient d'un espagnol et d'un phalangiste. Il indiquait que l'empereur français Napoléon allait au combat avec une chemise rouge. La légende le veut. Pour que ses soldats ne voient pas son sang s'il était blessé. Et il rajoutait, avec 3 petits points ensuite, Puigdemont a déclaré l'indépendance de la Catalogne avec un pantalon marron. Je donne la parole à notre ami Alberto, vieux phalangiste. On a parlé de l'immigration, je pense que plus qu'une immigration, c'est l'invasion. C'est-à-dire le mot immigration, c'est un peu, on a une invasion dans toute l'Europe. Mais notre problème aujourd'hui en Espagne, c'est pas l'invasion, c'est le separatisme. José Antonio Primo de Rivera dijo que España era una unidad de destino en lo universal, que l'Espagne c'était une unité dans l'universel. Aujourd'hui, on a une province d'Espagne, qui c'était une province qui appartenait au royaume d'Aragon, qui jamais il a été un royaume, parce que les Catalans se sont inventés une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire. Et je suis professeur d'histoire, c'est-à-dire que je connais le thème. Et dans cette histoire qu'ils se sont rencontrés, il paraît qu'il y avait même Cristóbal Colón, il était catalan. C'est authentique. Et Cristóbal Colón, il était italien, il n'était pas catalan, mais enfin, il est venu en Espagne et grâce à Cristóbal Colón, que les rois catholiques ils sont aidés, il a découvert l'Amérique et tout le reste.
le problème aujourd'hui, c'est que les Catalans sont vécus dans un État qui, après la mort de Franco, ils ont créé une démocratie qui partait du principe de que toutes les régions, c'était des régions qu'il devait avoir une liberté, puisque Franco était un dictateur terrible, il n'avait pas la liberté et tout le reste, et ils ont fait ce qui s'appelle les autonomias. Et les autonomias, c'était pas les 4 et les 5 royaumes d'Espagne. Les 5 royaumes d'Espagne, c'était les 5 flèches de la phalange. C'était les You, qui c'est l'unité, et chaque flèche, c'était une des royaumes espagnols. La Castille, c'était la Castille, ça a créé toute l'Espagne, et le castillan, c'est devenu l'espagnol depuis toujours. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'espagnol, on parle du castillan, du catalan, du valencien, du mallorquin. C'est-à-dire que l'espagnol aujourd'hui, il parle 7 langues officiellement, il y a le basque aussi, une langue, et dans ces autonomies, chaque autonomie a fait ce qu'il a voulu, puisqu'il avait la liberté totale pour faire ce qu'il voulait. Par exemple, en Catalogne, on n'apprenait plus l'espagnol à l'école, on apprenait le catalan et l'anglais, parce que naturellement l'anglais, c'est l'anglais qui est imposé par les Américains, même pas par les Anglais. Enfin, aujourd'hui, on doit tous parler l'anglais, parce que sinon tu es complètement idiot. C'est-à-dire, la langue du marché commun, c'était le français, après la langue du marché commun, c'est devenu l'anglais, parce qu'ils ont imposé l'anglais, on ne parle plus en français dans le marché commun, ou dans l'Europe moderne, ce qu'on appelle l'Europe des pays qui peut voyager partout, il fait ce qu'il veut, mais c'est la même chose. La Catalogne a créé une société qui a divisé les Catalans entre les Catalans catalanistes, séparatistes, et les Catalans qui ne veulent pas se séparer de l'Espagne et qui sont des Catalans pro-espagnols. Et maintenant, en Catalogne, il y a un problème tremendo, horrible, c'est parce que grâce au séparatisme, les Catalans ils sont divisés, complètement divisés. Et ils ont créé même une partie qui essaye de prendre le pouvoir, qui est formée par les Catalans qui ne sont pas des Catalans. Ils ne veulent pas être des Catalans, ils veulent être des Espagnols. Et voilà. Et on va finir comme en Yougoslavie. Sûrement, je ne sais pas si on va finir de la même façon ou non. En tout cas, en Yougoslavie, c'était terrible, ça qui s'est passé. Chez nous, on n'avait pas de problème, parce que les Catalans, c'était des Espagnols depuis toujours, c'était des catholiques comme le reste d'Espagne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de problème qu'il y avait en Yougoslavie, il y avait plusieurs religions, et ces religions, ils ne pouvaient pas s'aimer. Mais une chose incroyable, c'est qu'aujourd'hui, l'endroit, la région où il y a le plus nombre d'invaseurs, c'est en Catalogne, parce que les Catalans, ils ont dit aux Marocains, à tout le monde, qu'ils peuvent tous venir en Catalogne, parce que la Catalogne les reçoit, et à Barcelone, il y a plus d'Arabes et de tout qu'à Madrid, par exemple. Et on est arrivé à avoir ça qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est triste, parce que moi, il y a beaucoup la Catalogne. Et pour moi, la Catalogne, c'est une partie de l'Espagne. Et il y a le problème en Espagne, c'est que c'est un pays très divers. Ce n'est pas un pays qui est le même. En andalus, ce n'est pas la même chose qu'en catalan, ou en gallois de Galicia, ce n'est pas la même chose qu'en castillan. Et c'est ça, cette mentalité de l'Espagne régionaliste. Et ça a été toujours comme ça. Quand tu demandes en espagnol qu'est-ce qu'il est, il ne va pas te dire qu'il est espagnol, il va te dire je suis galicien, je suis catalan, je suis valencien, je suis madrilène. Parce que chez nous, c'est pas. Et c'est pour ça que l'Espagne a fait la guerre contre la France dans un moment déterminé, parce que vous étiez un pays unitaire, c'est une idée qui est venue en Espagne par les Bourbons, les Espagnols ne s'acceptaient pas le centralisme. Jamais on a eu le centralisme. Chaque région avait ses fueros. Les fueros étaient des pouvoirs privés, des pouvoirs de la région. Aujourd'hui encore, Navarra, il a ses fueros, le Pays Basque aussi, mais pas la Catalogne, parce que la Catalogne, ça n'a jamais été un royaume. La Catalogne, c'était une comté dépendant du roi d'Aragon. Et c'est ça qu'on n'explique plus dans les écoles.
professeur, j'essaie toujours d'expliquer à mes élèves, maintenant non parce que je ne travaille plus, je suis trop vieux, mais j'essaie d'expliquer à mes élèves que, ou j'expliquais avant, que la Catalogne c'était une région d'Aragon et que le royaume c'était pas la Catalogne, c'était Aragon le royaume. Maintenant, on essaye d'expliquer qu'Aragon, à l'époque où il était un royaume, il parlait catalan. Ça, c'est une histoire que j'ai jamais vue dans aucun livre. Vous pouvez trouver en Aragon, parlait catalan en Aragon. Ferdinand d'Aragon s'était marié avec la Isabella católica et la langue officielle d'Espagne, c'était l'espagnol toujours. Et la langue officielle des 22 pays que l'Espagne a créés, c'est toujours l'espagnol. Si vous allez à Puerto Rico, ils parlent encore aujourd'hui espagnol. Et si vous allez à l'Argentine, tout le monde parle espagnol. Et au Chili, à tous ces pays qui ont été découverts et civilisés par l'Espagne. Et qu'est-ce qui se passe avec le séparatisme? J'ai fait un rapport sur ça qui se passe actuellement. On a un monsieur qui s'appelle Carlos Puigdemont, mais il ne s'appelle pas Carlos, il s'appelle Carles, parce que c'est le nom Carlos, c'est un nom espagnol, pendant que Carles, c'est un nom catalan. Et Carles Puigdemont, sa mère, il n'est même pas catalan, il est andalous. Il vient d'Almeria, de l'Andalousie. Et sa femme, elle est romane, qui n'a rien à voir avec l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une femme roumaine, une mère andalouse, et son père était franquiste. C'est ça terrible. J'imagine d'avoir un père franquiste dans cette époque où les Catalans étaient antifranquistes. Le 28 octobre 2017, on a été obligé d'appliquer l'article 155 de la Constitution espagnole pour le mettre dehors. Et en lieu d'accepter qu'il avait été mis dehors, il a pris une voiture la nuit, à 4 h du matin, et il est sorti d'Espagne, et il est arrivé en Belgique, et comme vous le voyez, ils sont très fourreux de tout le monde. C'est un pays où il y a tout en Belgique. Il a été accepté tout de suite, et on n'a pas mis en pression, parce que la Belgique, c'est un pays démocratique. Et naturellement, l'Espagne, c'est une dictature. Et ce pauvre type, il était obligé d'aller en Belgique, où il est resté libre pendant quelques mois. Le 29 octobre 2017, il a entrepris, il est parti, il a commis une erreur, c'est qu'il est parti pour donner des conférences sur la liberté de la Catalogne et sur les libertés. Il est parti à Helsinki. Et en Helsinki, naturellement, il n'avait pas le droit d'aller à Helsinki puisque Helsinki ne donnait pas la version belge d'accepter à tout le monde. Il a été dénoncé et il est parti en Allemagne. Les Allemands l'ont mis en prison. Une fois qu'il était en prison, il a été à nouveau libéré puisque c'était terrible que l'Espagne n'a pas la liberté totale pour laisser à tout le monde se libérer et partir libre. Et dans ce moment où il a été libéré en Allemagne, il a profité pour faire des conférences et pour tout le reste, et pour dire voilà, les Allemands sont très démocrates, ils m'ont laissé libre. Il a été obligé à payer une amende, seulement de 70 000 euros. Et avec 70 000 euros, les Allemands sont pas bêtes. Ils ont gardé les 70 000 euros et M. Puigdemont est toujours en liberté. En Allemagne, maintenant, ils ont des conférences. Et je pense que si la Catalogne devient un pays libre, comme je veux dire, mais ça sera un précédent pour les Flamands, pour les Bretons, il y a ici les Bretons aussi, et pour tous ceux d'Europe qui veulent devenir indépendants et qui n'ont rien à voir avec la vraie histoire. Parce que si on veut faire une Europe, il faut que ce soit une Europe unie. Et si on perd l'unité déjà à niveau régional, c'est fini l'unité nationale ou la unité européenne. Et moi, je crois à l'unité européenne. Je crois parce que je connais l'Europe. Je suis parti en Europe. Ich kann auf Deutsch sprechen, auf Englisch oder auf Französisch. Et c'est triste qu'on ne fait pas une Europe où on est tous unis et on travaille tous pour l'Europe. Et pour défendre l'Europe et pour défendre tous les principes qu'on a eu en Europe pendant des siècles, notre culture et la culture qu'on a envoyée à d'autres pays.
Et si l'Europe se casse, c'est fini. C'est fini. C'est complètement fini. Et puisque maintenant, on est assez intelligent pour comprendre qu'on ne pouvait pas se battre entre nous. On ne se bat plus entre nous les Européens, pendant des siècles. C'est une idiotie totale. Les Français contre les Espagnols, les Allemands contre les Anglais contre tout le monde, parce que les Anglais c'était contre tout le monde, c'était seulement contre les Espagnols. Et à la fin, on a eu une Europe complètement divisée, et maintenant qu'on essaye de faire une Europe unie, mais on arrive à une autre chose, je ne crois pas à l'Europe des régions, je crois à l'Europe des nations, et c'est complètement différent. L'Europe des nations, chaque nation, il y a une culture différente. Les Français, ils ont cette culture qui était très importante pendant les siècles XVII, XVI, etc. Les Espagnols, ils ont une culture plus ancienne. Les Italiens, ils ont une grande culture depuis des siècles. Et je ne comprends pas pourquoi on ne doit pas respecter la culture de chaque nation, puisqu'on veut avoir une Europe unie des nations pour se défendre des invaseurs et de tous ces gens qui essayent de nous faire finir d'une façon triste et que je ne voudrais pas. J'étais phalangiste et comme phalangiste, j'étais toujours nationaliste. Mais comme nationaliste, j'étais toujours pro-européen. Toujours. Et naturellement, j'appartiens à une autre génération. Ma génération, il y avait des colonies en Espagne. Naturellement, dans ces colonies, on a été obligé à faire la guerre aussi. Et vous, les Français, c'est la même chose. Et naturellement, on a été en Afrique aussi. Et j'ai vécu ces guerres que la jeunesse d'aujourd'hui a son la chance de ne pas la connaître, mais on l'a connue. Et ceux qui ont fait la guerre en Afrique comme moi, mais on pense que c'est triste qu'après qu'on a eu tant de morts dans les pays africains, maintenant on doit recevoir les Africains chez nous comme si c'était notre frère, notre libérateur et notre grand amour du passé, etc. Et c'est triste, mais en tout cas il y a l'espérance parce que c'est ça. La vraie espérance, c'est que l'histoire se répète toujours, plus tôt ou plus tard, et on a la chance que l'avenir nous appartient, et je suis sûr qu'il y a deux possibilités seulement. Ou bien on se libère et on arrive à avoir cette Europe unie, ou bien c'est pas ce qui va se passer, je ne vais pas le savoir. Mais je crois au futur, je crois que la jeunesse va changer complètement. Je crois que tout le monde va avoir l'esprit de sa nation et de sa culture, et qu'un jour on aura une Europe unie et nationale partout, qui arrive à Espagne. Chers camarades, je vais maintenant vous lire un message qui nous parvient de nos amis de l'Union nationale bulgare, qui organise chaque année une marche au mois de février à l'honneur du général Rizkolukov, héros bulgare assassiné en 1943 par une certaine Violeta Jacob. Derrière le drapeau rouge, vous voyez qui se profile. Chers amis du Parti nationaliste français, chers camarades européens, nous, de l'Union nationale bulgare, nous vous adressons nos salutations à tous. Malheureusement, cette année, nous ne pouvons pas envoyer de délégués lors de votre forum de l'Europe et du rassemblement à l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc. Nous vous souhaitons un grand succès dans leur déroulement. Soyez sûrs que ce sont des événements qui marqueront l'histoire. Ils font partie du processus de construction d'un front uni de tous les nationalistes en Europe contre la menace mondialiste. Des événements comme ceux-ci forgent le futur mouvement de libération en Europe qui libérera nos nations et conduira nos peuples vers une nouvelle ère de prospérité. Rappelez-vous toujours cela, particulièrement dans les moments les plus durs de la lutte, parce que vous êtes l'espoir et le salut de vos peuples, comme autrefois Jeanne d'Arc. Que vos mouvements se renforcent. Meilleure salutation des nationalistes bulgares. Vive l'Europe, nation libre. Je vais maintenant céder la parole à une amie britannique, Alison Chabloz, brillante musicienne, confrontée à l'ostracisme absolu de ceux qui ont le pouvoir. Vous savez, le pouvoir, c'est le pouvoir démocratique. C'est leur pouvoir démocratique. Le pouvoir exercé par le peuple
pour le peuple, dans l'intérêt du peuple. Alors, il faut ajouter les adjectifs qualificatifs, sinon on ne comprend pas. C'est le pouvoir du peuple, des élus, sur le peuple des électeurs, dans l'intérêt du peuple élu. Et pour avoir dénoncé quelques mensonges, fait un peu d'humour, brocardé, notre ami Alison Chabloz a été confronté à un véritable tsunami répressif. Parce que même outre-Manche, dans ce Royaume-Uni d'histoire libérale, où l'expression des idées non conformes a toujours fait partie de la culture, d'une exception culturelle même, l'humour britannique, eh bien, l'humour s'arrête là où l'intérêt du peuple élu commence. Mais il en faut plus pour décourager notre amie, et elle est toujours debout, toujours brillante musicienne, toujours aussi sarcastique, et elle dénonce toujours le même mensonge qui est toujours plus gros et qui finira par tomber, parce que la vérité rend libre, et que la vérité, elle est nôtre, elle n'est pas la leur, elle est nôtre. Nous allons l'affirmer, la réaffirmer, et au bout du chemin, croyez-moi, il y a la victoire. Bonsoir à tous. Vous m'excusez de m'asseoir, je suis un petit peu fatiguée et je vous expliquerai. Merci maître pour cette introduction. Vous avez presque fait mon speech entier déjà, comme ça. Je vais essayer de pas trop m'imposer trop longtemps. Je serai de nouveau sur scène ce soir, je vais chanter ce soir. Donc je ne voudrais pas que ma présence soit la cause d'une indigestion de roast beef. Vu que je suis enregistrée, je vais essayer de pas trop de rien dire d'illégal. Essayer. Oui, roast beef, c'est bien ça, malgré mon nom de patrimoine helvète. Je suis d'origine britannique et je suis une anglaise, un petit peu différent quand même que britannique. Je sais quand même un peu manier la langue de Voltaire, un petit peu, grâce à 20 années passées en Suisse romande. Mes excuses pour des erreurs d'avance. Et malgré tout ce que j'ai aimé de ce petit pays, la Suisse, la montagne, le ski, les lacs, la belle qualité de vie, j'ai décidé néanmoins de retourner dans cette Angleterre où je suis née et où j'ai grandi. Et de plus, malgré l'état quelque peu pitoyable maintenant de cette Angleterre, malgré la censure, la tyrannie, les attaques croissantes sur la liberté d'expression, l'imposture des politiciens, comme c'est le cas d'ailleurs un peu partout en Europe et dans le monde, malgré la perte de nos villes, de nos villages, même de nos petites îles écossaises où on voit maintenant se construire des mosquées, comme dirait la Piaf, je ne regrette rien d'être rentrée chez moi. Merci. Peut-être c'est vrai, quand j'étais plus jeune, le voyage, vivre à l'étranger, j'ai voulu m'échapper quelque part à la réalité de la vie, de ce que c'est la vie. J'ai vécu une année en Espagne avant d'arriver en Suisse, c'était en 87-88, et après avoir quitté la Suisse, j'ai encore passé une année au Danemark. Mais enfin, en 2012, j'ai repris la résidence britannique. Et bien sûr, voyager et vivre à l'étranger m'a permis non seulement de maîtriser un peu le français,
C'est aussi en Suisse où j'ai fait les classes professionnelles de musique au Conservatoire de Lausanne. C'était au début du nouveau millénaire. Et j'ai en fait enseigné la musique dans les écoles en Suisse, les écoles privées, les écoles publiques ou secondaires, pendant 12 ans à peu près. C'était principalement les classes de chant. C'est pas comme en Angleterre où on a une option à 12-13 ans d'aller suivre une option spéciale musique. Là, en Suisse en tout cas, c'était tous les élèves qui devaient faire des classes de chant. Bien sûr, il y avait aussi du solfège et de l'histoire de la musique, mais c'était plutôt du chant de partout. Oui, les livres scolaires, mais aussi des demandes des élèves, bien sûr la musique classique aussi. C'est un sujet assez difficile à enseigner. La musique est vaste. Les élèves sont déjà divers, d'origines diverses, expériences de la musique diverses. Peut-être un tiers de la classe aime la musique, chante dans le chœur, ou bien fait des leçons de piano. Un autre tiers de la classe, peut-être qu'ils ont fait 2 années de flûte, mais ils ne s'intéressent plus. Et puis un autre tiers, ils ne s'intéressent pas du tout à la musique, pour eux c'est le sport. On peut peut-être les rassembler avec les vidéos YouTube modernes, mais ce n'était pas vraiment mon style. Mais la question, d'où vient la musique? D'où vient la musique? Alors, je vais dire que la musique, elle vient de la danse. Et la danse, d'où elle vient? La danse vient des rituels d'amour, des ballets d'amour qui existent parmi toutes les espèces de notre planète. Les pigeons, les poissons, les girafes, on voit leur danse d'amour, leur ballet d'amour, leur rituel d'amour. Bien sûr, les humains, nous ont évolué en boîte de nuit plus jeune, mais ça existe quand même toujours. Bien sûr, toutes les races font de la musique, des fois de très rustique, de bout de bois, une noix de coco, un bocal rempli de riz. Mais tout rythme de la nature, tout chant d'oiseau, c'est de la musique. La musique existait avant l'arrivée de la parole et avant même le verbe. Richard Wagner disait « Le chant n'est pas parole, n'est que parole élevée à la passion la plus haute. La musique est le langage de la passion. » Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais que penserait Wagner de la musique aujourd'hui? La musique populaire, le rap. Le drill, c'est un nouveau phénomène anglais de rap, où les Noirs ils chantent des listes de leurs rivaux qu'ils veulent voir poignarder. Ça, c'est pas de problème, pas d'offense causée pour ces gens-là. C'est encourager, sans donner des contrats. Que penserait Wagner du jazz ou même de la musique classique contemporaine? Que penserait Wagner de mes chansons satiriques, surtout celles qui puisent dans le répertoire de notre ennemi traditionnel? Faut mieux s'en moquer. Non, ça on ne saura jamais. Mes chansons controversées, ça a commencé par une quenelle et ça finit par un passage devant le tribunal. Comme dit le vieux poème, ils sont d'abord venus chercher les chanteuses. Je n'ai rien dit. On n'a pas de loi anti-révisionniste en Angleterre. Où est le problème? Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ces chansons? Tout d'abord, ce n'était pas seulement pour faire passer le message révisionniste, ou juste pour satiriser le pouvoir des élus. Tout avait commencé par une quenelle de Nicolas Anelka, footballeur international français, qui a marqué un but pour West Bromwich Albion. C'est en décembre 2013. J'ai trouvé ça très drôle à l'époque parce qu'en Suisse, la quenelle de brochet, c'était un des plats préférés de ma fille. Chaque fois que je retourne en Suisse, ma fille, oh non, les quenelles de brochet. Quenelle de brochet, quenelle d'Anelka, qui m'a ensuite mené à découvrir les sketchs de Dieudonné, voir comment lui, il a été persécuté, et bien sûr l'œuvre du professeur Forisson, Vincent Renoir et bien d'autres révisionnistes.
2015, j'ai fait ma propre quenelle à Édimbourg, Festival d'Édimbourg. En fait, j'ai quitté la Suisse et j'ai fait quelques croisières, quelques contrats de croisière sur les bateaux. Et je me produisais solo ou bien avec des petits groupes. Et je faisais le Festival d'Édimbourg, c'est un festival très connu au monde, tout le mois d'août, le plus grand festival d'art au monde. Et autour du festival, c'est grandi un festival off, si vous voulez, où tous les artistes radicaux se rencontrent pour essayer de se faire un nom. Alors, en 2015, j'ai fait une quenelle devant le château d'Édimbourg parce que mes adversaires à l'époque, ils voulaient que mon spectacle soit arrêté. J'étais trop vocale sur Twitter sur le révisionnisme. Il fallait me censurer déjà. Et là, à ce moment-là, mes adversaires, ils ont échoué. Les organisateurs, ils m'ont laissé continuer mon spectacle. Mais après la quenelle, mon nom est apparu dans la presse 3 jours après, grand titre dans le Times of Israel. C'est à ce moment-là que mon vrai voyage a été. Et suite à cette quenelle, j'ai été trollée sur Twitter comme plus jamais auparavant. En particulier par 2 comptes anonymes, portaient des noms drôles, Bedlam Jones, s'appelait l'un, et Nemo l'autre. C'était vocal. Tout au début, j'ai engagé un petit peu, j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait pas de sens à faire ceci. Donc j'ai engagé, parfois à distance, je me moquais d'eux, mais c'est tout. Mais ils ont continué à me persécuter. Et tous les bars où je jouais, tous les clubs, tous les lieux de concert où je me publicisais, non, ces gens, oh non, il ne faut pas engager cette négationniste, Holocaust denier, comme ils disent en anglais. Figurez-vous, j'étais même expulsée de mon petit groupe folklorique où on jouait la musique des îles britanniques, là, les mélodies irlandaises, écossaises, anglaises. Les Juifs, ils ont pu mettre la pression pour que mon nom que je sois exclue de ce petit groupe folklorique d'où je viens. Alors, comment réagir à ces trolls, à cette persécution, à cette exécution sociale et professionnelle? Ben, j'ai décidé d'écrire des chansons et c'est ce que j'ai fait. C'est mon métier, la musique c'est mon métier. J'en ai écrit 5. Le premier, c'est l'univers antisémite de Nemo, un des trolls le plus vocal. Ensuite, j'ai rencontré Gérard Menuhin en ligne. Et lui, il m'a envoyé le texte d'une poésie de sa composition que j'ai mis en musique. Ça s'appelle Tell Me More Lies. Racontez-moi encore des mensonges. Ensuite, j'ai écrit une air. La première fois que j'ai pris une mélodie juive, c'était une chanson sur l'accord Avara. Quand les Juifs allemands étaient transférés aux Palestine avec leurs biens dans les années 30. La 4e s'appelle Kosher Brother, frère Kasher, mon frère Kasher. Et la 5e, c'était sur les survivants de la Shoah et elle s'appelle Survivors avec les échos autour. Pas de problème. En fait, toutes ces chansons, ils étaient composées et téléchargées sur l'internet depuis la Suisse où j'étais brièvement de passage chez une amie qui a un piano. J'avais une période très intense de travail artistique. J'ai composé ces chansons, je les ai toutes enregistrées. Et tout de suite après, je suis retournée en Angleterre pour voter pour Brexit. C'était fin juin 2016. Et je voulais retourner à Édimbourg avec ces 5 chansons, titre du spectacle, Tell Me More Lies, où j'allais me reproduire, raconter mon histoire jusque-là, la quenelle, ce qui m'est arrivé, etc. Il faut que je dise aussi, jusque-là, l'année qui s'est déroulée, depuis la quenelle, je recevais chez moi du courrier anonyme qui m'avait été envoyé, pas en mon nom, c'était marqué Madame la négationniste, Mrs. Holocaust Denier, des cartes anonymes, des catalogues divers de vêtements de femmes, ou bien de stores et portes blindées. Et un avocat au barreau m'a conseillé ça, il faut poser plainte. Ce que j'avais fait, et la police a dit oui, on fait une investigation. Donc,
Je suis montée à Édimbourg avec mon spectacle. C'était assez tard déjà dans le jour, c'était un truc de dernière minute. Je savais que si je faisais la pluie avant, j'avais aucune chance. Il fallait que je sois là et que j'attende. Deux endroits s'intéressaient à mon petit spectacle. Et le deuxième, le contrat était déjà signé. J'avais visité la salle, j'avais dit à l'organisateur, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Ah non, le festival Édimbourg, c'est la liberté d'expression, on veut les spectacles controversés. J'ai tweeté une tweet avec la date et le spectacle. Il y avait 2 ou 3, 4 nuits, je me souviens plus. Dans 10 minutes, j'avais un téléphone, je suis désolée Alison, ton spectacle est trop politique, tu peux chanter autre chose, mais tu ne peux pas chanter ces chansons-là. Et à ce moment-là, j'ai encore fait poser plainte à la police et ils ont dit, ok, on va investiguer ces 2 comptes Twitter, le Bedlam Jones et plus le Nemo. Un mois après, j'ai quand même pu me produire dans un meeting nationaliste au London Forum. Aujourd'hui, c'est le Forum de l'Europe. Là, c'était au London Forum. Et là, les choses se sont vraiment accélérées. 3 semaines après, mon compte Twitter suspendu par pression d'une organisation juive. Encore, je n'avais pas brisé de règles sur Twitter. Il fallait juste me censurer et me faire taire. Une semaine après cela, la police m'informe que leur investigation pour le courrier et pour ces 2 trolls s'est fermée. Ils n'ont rien trouvé. Encore une semaine après là, arrestation, perquisition, saisie de mon ordinateur, mon téléphone. Et encore une semaine après cela, convocation au tribunal pour comparaître, pour avoir offensé les gens pour ma chanson Survivors, pour avoir envoyé ma chanson Survivors. Tout a commencé avec ça, avec une procédure privée criminelle. On peut faire ça en Angleterre, si on a assez d'argent, bien sûr, il faut avoir les poches bien remplies. Pour cette chanson Survivors, mon accusateur, le directeur de cette organisation juive, Campaign Against Antisemitism, un monsieur Gideon Falter, ça c'était en novembre 2016. Et lundi prochain, dans 2 jours, ce sera, je crois, le 8e ou 9e audience, donc ça dure déjà depuis 18 mois, mon procès. Je suis accusée d'envoyer la matière dans le but de causer, grossièrement offenser ces gens. Envoyer, c'est maintenant télécharger ou partager un lien URL sur l'Internet. Mon team légal fait un challenge, c'est pour ça que le procès dure. Il fait un challenge sur ce point. Est-ce qu'on peut vraiment argumenter que télécharger ou partager, c'est envoyer? 2 points légaux, 2 points légaux, plus le substantif du procès. Est-ce que mes chansons sont grossièrement offensives? Et maintenant, il n'y a pas seulement une accusation, il y en a 5. Tout au début du procès, je demandais que la couronne reprenne la procédure. La couronne, la procureure officielle, d'État, la couronne on l'appelle. Et fin mars l'année dernière, ce fut le cas, mais à la place de rejeter l'accusation originale, ce qu'ils ont fait, ils ont dû le faire parce que j'étais en Suisse, ils n'avaient pas la juridiction. Ils ont repris pour la vidéo du Forum de Londres, 2 accusations pour Survivors, envoyées ou bien causées d'être envoyées, 2 accusations la même pour Nemo's Anti-Semitic Universe. À ce moment-là, il n'y avait que 4 accusations. Et cette dernière chanson, l'univers antisémite de Nemo, c'était une réponse à ce troll qui, il s'est avéré 18 mois plus tard, juste au mois de janvier passé, que travaille pour cette organisation Campaign Against Antisemitism, comme le monsieur Folter et comme l'autre témoin de la couronne, qui avait l'autre compte, Twitter, Bedlam Jones. Lui, il est aussi directeur de cette CAA, Campaign Against Antisemitism, un dénommé Silverman. Le limo, il s'appelle Applebaum. Je pense que, en tout cas, les pères étaient d'ethnie juive, vu les noms. Et pour avoir une chance réelle de me condamner, il fallait que je sois mise sous liberté conditionnelle.
avec interdiction de poster quoi que ce soit, de télécharger quoi que ce soit sur Internet. Ce qui s'est fait en fait tout de suite après la première audience au mois de décembre 2016 par un juge maintenant recusé après que j'ai découvert sur l'Internet des photos d'elle avec son mari député en voyage payé avec les Friends of Israel, le parti conservateur. Elle a dû recuser un nouveau juge maintenant, mais en fait, la police, ces chansons, ils ont reçu des plaintes tout au début, mais la police n'a rien voulu savoir. C'est pour ça que cette campagne against antisemitism, ils ont pris d'abord une procédure privée. On a 6 mois pour apporter une accusation. La police traînait, ils ne savaient pas, est-ce que oui, elle a déjà cette investigation. C'est pour ça qu'une fois que mon Twitter était clos, que j'étais isolée de mon plus grande audience, si on voulait, ils ont poussé avec cette procédure privée qui est maintenant procédure d'État. Et le problème qu'ils ont aussi, mes adversaires, que la loi britannique ne spécifie pas une définition du terme grossièrement offensif. On ne sait pas ce que ça peut être. On peut poignarder ses rivaux, chanter pour poignarder ses rivaux, c'est pas de problème. On peut chanter du sexe homosexuel, il n'y a pas de problème, mais vous avez compris, je crois. En fait, en octobre dernier, j'étais arrêtée pour une autre chanson. J'avais continué j'ai un peu ignoré ces conditions de liberté conditionnelle, et j'ai continué à écrire des chansons. Il n'y a pas de définition de grossièrement offensif. Je trouve que les gens, ils choisissent s'ils veulent écouter, ils choisissent s'ils veulent être offensés. J'étais arrêtée pour une chanson qui s'appelle Too Extreme for the BNP, trop extrême pour la BNP, c'est la British National Party. C'est une autre histoire. Il n'y avait pas d'accusation pour cette chanson-là. 2 jours en prison, mais ils ont quand même pris une 5e accusation pour une autre chanson que j'ai écrite, qui s'appelle I Like the Story as It Is, j'aime l'histoire telle qu'elle est, où je me moque de l'histoire des savants, des abat-jours, des têtes rétrécies, etc. Alors, c'est clair que mes accusateurs, ils veulent une sorte de loi anti-révisionniste. Déjà, cette année en Angleterre, un comédien écossais, il s'est fait inculper, il s'est fait condamner, parce qu'il a enseigné au chien de son ami, de son compagnon, à lever la patte sur la commande, je cite, gazer les juifs. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'est un petit pug dog. Et le type, il a bien entraîné son chien. Le chien, il est devant les vidéos d'Adolf Hitler en train de donner des speeches. Alors, cette vidéo, elle était virale. Je crois qu'il a fait 3 millions de vues sur Reddit. Là, il n'y a pas de témoin. C'est la police écossaise qui a fait un cas suite aux plaintes des organisations juives. Il n'a pas été emprisonné. C'est la même accusation que moi, causer de l'offense. Causer l'offense. Il a reçu une amende de 800 livres, 1000 € à peu près. Mais le fait que ce monsieur, il n'est pas du tout censuré. Pas du tout censuré. Son Twitter, son YouTube a des centaines de milliers d'abonnés maintenant. Son nom est dans la presse, il fait des plateformes avec alt-right, des partis anti-islam, etc., etc. Mais quant à moi-même, c'est toute une autre histoire. Mais après mon incarcération l'année passée, un membre du public a réagi après une post Twitter sur un meeting entre le Campaign Against Antisemitism, le Shomrim, c'est la force de police vigilante des Juifs à Londres, à Manchester, dans les grandes villes, et le PCC, le Police and Crime Commissioner. C'est pas un policier, c'est un élu qui surveille le travail des polices. Alors, ce membre du public, il a demandé a Freedom of Information Request. On peut demander ce qui s'est passé pendant ces meetings, et c'était clair que c'était tout sur moi qu'il faut arrêter cette chable. Mon nom est rédigé, mais on peut très bien. Elle chante des chansons sur les survivants de peut-être que moi. Ils ont invité ce PCC, le commissaire de police élu. Ils ont invité à venir. Pourquoi elle n'est pas encore arrêtée, cette femme? 3 fois par semaine, ils ont ils ont écrit à la police et à cet élu pour essayer de me faire arrêter pour qu'ils puissent avoir un entretien, une interrogation de police qui pouvait
être utilisé contre moi devant la cour, ce qui s'est passé au mois de janvier. Ma foi, c'est comme ça. Voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est un cas assez complexe, bourré d'ironie. J'ai presque pitié pour le nouveau juge, mais ça risque de changer lors du jugement qui sera prononcé le 25 mai prochain. Lundi, on entendra des soumissions finales des deux côtés. La procureure n'était pas prête au mois de mars. Elle aurait dû l'être, mais elle ne l'était pas. C'était comme au mois de janvier, quand mon procès a commencé. Il fallait plus de temps. Il faut toujours plus de temps. La chose la plus étonnante qui a été dite, elle m'a demandé en m'interrogeant devant la cour, j'avais dit à la police, vous avez dit que la disparition de la race blanche vous brise la cœur. Ça, ce n'est rien d'autre que du racisme. Oh, la galerie publique, ils n'ont pas aimé ça. Elle s'est fait huer. Ils se sont fait tous engueuler par le juge. Et bien sûr, notre système en Angleterre est bien différent que les systèmes en place en Europe. On verra si la liberté d'expression vis-à-vis du plus gros mensonge de notre époque vaincra sur la tyrannie. Et je vais quand même finir sur une note positive. C'est pas évident, j'ai aussi reçu un petit peu de criticisme, de critique depuis la part des camarades, mais je vais finir avec cette note positive que j'ai reçue en message l'autre jour. C'est très beau et ça nous concerne tous, je crois. C'est peut-être un peu côté anglais, mais ça nous concerne tous. Chère Alison, merci pour tout le bon travail. Sois courageuse et aie foi en toi-même. Vous n'êtes pas seule et vous êtes une véritable inspiration pour beaucoup de gens dans ce qui est notre grande finale. Pour citer Kai Mouros, le nationaliste finlandais, je cite, « La révolution européenne sera avant tout la révolution de la psyché. Et ce sera l'événement le plus décisif de notre histoire. Elle libérera les forces destructrices terribles, mais elle mènera aussi à la guérison, à la compréhension et à l'unité. Nous nous redéfinirions qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, où nous situons-nous dans cet univers sans fin et quelle sera notre destinée. Nous apprendrons à comprendre que nous faisons partie intégrante de notre terre, que notre corps est la création de notre sol et qu'il est à la fois mentalement et absolument vital. Nous apprendrons à comprendre que notre paysage, arbres, rivages marins, montagnes, prairies et villages forment l'essence du corps et de l'esprit. Et aussi comment les masses des pauvres étrangers hostiles, les parasites, les créatures de la jungle urbaine ne peuvent jamais partager cela. Les falaises blanches de Douvres, c'est pas seulement de la belle rhétorique. Cette vue, ce paysage a un effet sur vous à travers vos émotions. Donc, ces falaises font partie de vous, physiquement. Nous allons apprendre que ce genre de lien nous accorde certains droits et aussi certains devoirs. Et le message se termine, je cite encore, « Alison, vous êtes une manifestation du proverbe chinois, quand les femmes endormies se réveillent, les montagnes bougent. » Je vous remercie. Avec une précision chirurgicale. C'est ce que n'aiment pas les maîtres du temps. Parce que contre cette précision chirurgicale, contre la vérité qui leur est infligée, il n'y a effectivement pour eux aucune autre arme que la répression. La répression pour faire taire celui qui dit vrai. Point. Ensuite prendra la parole notre ami Ivan Benedetti
porte-parole du Parti nationaliste français, président de l'œuvre française, et qui justement, pour ne pas avoir accepté de baisser ce drapeau, pour ne pas avoir accepté le dictat des maîtres d'une époque, encourt lui 10 années de prison et 100 000 € d'amende, et passe pour cela devant le tribunal correctionnel de Lyon, le 4 juin. Parce que justement, il est poursuivi pour avoir maintenu un dangereux mouvement terroriste dissous, dangereux selon les valeurs de leur système, de leur république. Dangereux pourquoi? Parce que dissous. Dissous pourquoi? Dissous parce que ce mouvement a osé faire l'apologie de personnes condamnées. Oh, pas condamnées pour des délits de droit commun, hein, condamnées pour avoir servi la France. Le maréchal Pétain, Joseph Darlan, d'autres. Condamnés pour être une milice, un groupe de combat. Vous savez, des groupes de combat, des milices, c'est pas les Black Blocs qui cassent les villes, hein. Non, pas du tout. Non. C'est pas l'organisation juste de combat qui tabasse l'hommage à Jeanne d'Arc et qui tabasse notre ami Ivan Benedetti par la même occasion. Non, pas du tout. Ce n'est pas une bande ethnique qui trafique des tonnes de résine de cannabis, empoisonnant la jeunesse de France sous la protection de Kalachnikov. Non, ça, ce ne sont pas des groupes de combat. Non. Un groupe de combat, c'est un ensemble de jeunes nationalistes qui portent une chemise de couleur bleue comme les poilus de 14-18 et qui se réunit l'été dans la montagne pour marcher, pour prendre un peu sur soi, pour faire quelques efforts et, ma foi, retrouver le goût de l'effort. Voilà. Ça, c'est un groupe de combat et c'est très dangereux. Et ensuite, l'œuvre française a été dissoute parce que elle est raciste. Elle est raciste, elle incite à la haine et à la discrimination. C'est-à-dire qu'elle dit que si vous mettez un poisson rouge dans un aquarium et que vous posez cet aquarium dans une étable, ce poisson rouge n'en devient pas pour autant une vache. C'est à peu près ce qui est reproché au niveau du bon sens à l'œuvre française. Dire que il existe des hiérarchies, il existe des gens plus ou moins adaptables, il existe une histoire, il existe un peuple, il existe un terroir. Dire que la France c'est un drapeau, ce n'est pas un pavillon de complaisance, c'est un territoire, ce n'est pas un terrain de camping, c'est un visage, ce n'est pas un masque de carnaval. Et bien pour avoir dit ça, l'œuvre française a été dissoute et pour avoir refusé cette dissolution, notre ami, le 4 novembre, est convoqué devant un tribunal correctionnel de leur République qui a la possibilité de lui infliger 10 années de prison et 100 000 € d'amende. Voilà où en est la France. Voilà où en est la France, où en est la justice française qui persécute Hervé Ryssen et Ivan Benedetti pour ce qu'on pourra appeler dans quelques années le crime de vérité. Eh bien, ce crime de vérité, nous l'assumons et nous le revendiquons. Ce crime de vérité, nous le leur brandissons parce que ce crime de vérité, finalement, ce n'est jamais que celui commis par les martyrs chrétiens du monde romain, ce n'est jamais que celui commis par la cohorte immense de ceux qui sont tombés pour leur patrie, de ceux qui sont tombés pour leur idéal. Qu'ils prennent garde. Cette cohorte immense les regarde. Et pour reprendre les termes du poète fusillé de Robert Brasillac, un jour viendra le jugement des juges. Et qu'ils prennent garde parce que ce jour pourra arriver plus vite qu'ils ne le croient. Je vous dis à tout à l'heure.